Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on reçoit Lucie Collin. Salut Lucie. Salut Faustine. Et avec toi, on va parler d'éco-conception et de surcommunication. Tu te présentes sur Instagram comme une graphiste funky responsable. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi et ce que tu fais concrètement? Oui, alors effectivement, je suis designer graphique éco-responsable. J'aime bien dire funky responsable. Ça fait 4 ans que je suis indépendante. Et je suis donc spécialisée en création d'identité visuelle éthique et éco-responsable. Et j'aime bien dire funky responsable parce que moi, je suis quelqu'un qui adore la couleur, qui adore voilà, les designs qui sont hyper dynamiques, hyper vivants. Et dans la partie éco-responsable, je trouve que parfois, il y a un pan qui tombe beaucoup dans le minimalisme, dans quelque chose voilà, de très épuré, avec des couleurs très nude. Et c'est pas du tout là-dedans que moi, je me dirige. Donc j'aime bien dire funky responsable parce que je fais un design raisonné. Je pense que c'est un mot qui reviendra beaucoup dans cet épisode, mais raisonné pour trouver un équilibre entre un design qui soit hyper vivant, hyper dynamique, coloré, et en même temps qui soit éco-responsable, donc qui permette de limiter un petit peu les ressources qu'on utilise. On va revenir du coup sur cette manière de faire de manière raisonnée, ce que tu mets en place. Pour toi, du coup, quand tu parles de design éthique, d'éco-conception, par quoi tu le définis? Et toi, finalement, qu'est-ce que tu mets en place derrière? C'était quoi ton idée, en fait, derrière cette envie de mettre en avant? Parce que c'est vraiment un pôle important chez toi. Oui, tout à fait. Le design éthique et le graphisme éco-responsable, pour moi, c'est vraiment une façon de réfléchir et de concevoir, le graphisme pour réfléchir à l'impact, qu'aura le design. À la fois un impact écologique pardon, mais aussi un impact social. Parce que dans éco-responsable, on perçoit, très facilement l'aspect écologique, mais souvent l'aspect, social est pas forcément, beaucoup lu ou beaucoup perçu. Et on me demande très très souvent ce qu'est le graphisme éco-responsable. Donc c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai l'habitude de répondre. Pour moi, c'est vraiment une façon de concevoir, alors spécifiquement en termes d'identité visuelle, c'est une façon de concevoir les univers graphiques de sorte à pouvoir travailler les supports de communication ensuite de façon à limiter les ressources qu'on va utiliser, à rendre les supports plus durables, à veiller aussi aux imaginaires qu'on transmet et qu'on véhicule de façon sociale. Donc ça va être par exemple favoriser l'inclusion, s'adresser à tout le monde, porter une attention particulière sur l'accessibilité. Ce que je dis souvent, c'est que c'est beaucoup de bon sens, en fait. Mais c'est des choses qu'on n'applique pas forcément ou qu'on prend pas forcément le temps, auquel on prend pas forcément le temps de penser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes techniques, le champ des possibles en graphisme est immense. Et on en est venu à perdre un petit peu ce bon sens-là, je trouve, alors que c'est vraiment, enfin voilà, ça reste de la logique pure et dure. Donc le design éco-responsable, ça va englober plein de choses différentes. Ça va être la façon de gérer les projets, ça va être quel type de projet aussi sur lesquels on va travailler, quelles décisions on va faire en termes de choix graphiques, de fabrication, de matériaux, etc. Euh, pour ma part, c'est une réflexion que j'ai eue il y a déjà un petit moment parce que j'ai fait un master dans la Creuse pour étudier le design éco-responsable. Et là-bas, au-delà de l'aspect technique des choix de matériaux, de fabrication, etc., on a vraiment travaillé sur comment remettre l'humain au centre des projets, comment se positionner en tant que designer critique aussi. Par exemple, moi, pour mon projet de diplôme, j'ai étudié l'agriculture et surtout pour mon mémoire, j'ai étudié les imaginaires en fait qu'on avait hérités de la façon standardisée de mener l'agriculture, par exemple, et voilà la façon dont on avait communiqué sur les produits insecticides, sur j'en sais rien, les lessives, les produits pour nettoyer et standardiser un peu tout ça. Et du coup, ça, c'est aussi une partie qui est hyper importante dans le design éco-responsable, c'est la posture de designer sur quel message et quels imaginaires je vais transmettre à la société. Donc, c'est toute une méthodologie avec plein de facettes différentes.
Et selon moi, il y a un peu voilà deux grands pans dans le design éco-responsable. Ça va être d'une part la façon dont on conçoit les choses, donc toute la méthodologie qu'on met en œuvre. Et aussi, ce qui est hyper important pour moi, c'est les projets qu'on va soutenir en tant que designer avec notre travail. Parce que moi, mon travail, c'est spécifiquement de créer des identités visuelles et donc de mettre en lumière des entreprises. Et du coup, bah, quelles entreprises et quels projets est-ce que moi je soutiens et est-ce que je mets en lumière, parce que c'est quand même ça l'objectif aussi de mon travail. Tu as parlé de 2 choses qui sont plutôt importantes. Tu as parlé du côté humain et du côté processus. On va revenir sur ces 2 points, mais je voudrais m'attarder sur le côté humain, social que tu as commencé à mettre en avant. Pour toi, Ouais. aujourd'hui, tu penses on délaisse l'expérience, en tout cas humaine, ce qu'on peut apporter aux autres, ce lien qu'on peut créer finalement et on mise, sur le côté esthétique, le joli, au détriment de ce qu'on peut faire passer en termes de message, des fois? Oui, c'est sûr que l'aspect esthétique prend une grande place dans la société aujourd'hui, on va pas se mentir, tout est image. Donc c'est quelque chose qui effectivement prend beaucoup de place et qui parfois prend le dessus effectivement sur le public à qui ça s'adresse vraiment. Et il y a aussi l'aspect, comment dire, le fait de... J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas Ça y est, grave. on est tombé dans le trou noir, dans mon trou noir de tête. Mais oui, non, ce que je voulais dire, c'est que il y a effectivement le fait de s'attarder vraiment sur l'esthétique et aussi d'aller vers la rentabilité. C'est ça que je voulais aborder, c'est le fait de bon, finalement, est-ce qu'on préfère être vraiment dans un rapport humain et éthique pour les humains, ou est-ce qu'on va préférer la rentabilité? Et du coup, le design éco-responsable, l'objectif, c'est de trouver un compromis entre les deux, finalement. Parce que, voilà, en communiquant, en étant une entreprise, l'objectif, c'est aussi qu'on puisse être rentable, qu'on puisse vivre de son activité. Sinon, c'est du bénévolat et c'est pas du tout la même chose. Il faut quand même réussir à vivre de son activité. Donc, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre, OK, j'ai des objectifs économiques, mais aussi des objectifs éthiques et une charte en fait de valeurs personnelles à respecter. Ouais, faut que ça corresponde et en fait, le côté, éco-responsable, le côté un peu plus on fait attention à ce qu'on produit, c'est pas Mmh. incompatible avec le fait de communiquer et de produire des supports de communication. Des fois, on pourrait se dire que c'est contre-intuitif de se dire: «OK, moi, je Mmh. suis éco-responsable, je fais le minimum» ou quoi que ce soit. Mais en fait, il y a des actions à mettre en place, des choses qu'on peut faire et toi, justement, pour, que les 2 soient compatibles, tu l'as dit, derrière, il y a toujours des objectifs financiers pour une entreprise, hein. C'est quand même le but Ouais. que l'entreprise gagne de l'argent si elle veut vivre. Comment tu vois en tout cas, comment tu vois le fait d'allier le côté, justement éco-responsable et la production de supports de communication? Parce que ça peut être, des cartes de visite, des flyers, ça peut être aussi sur le digital avec, la création d'un site internet également. En fait, il y a des moyens d'amener ce côté éco-responsable, mais comment toi tu vois les choses, de ce point-là? Alors, effectivement, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'il y a vachement de crainte à s'engager dans une communication éco-responsable. Et en fait, j'ai envie de dire que la stratégie aide beaucoup. Le fait d'avoir une stratégie déjà, c'est une façon de mettre un pied dans une conception de la communication éco-responsable, puisqu'on on sait à qui on s'adresse, on sait quelles actions on met en place pour atteindre tel objectif, et du coup, on va éviter de s'éparpiller, et du coup, de communiquer un peu à tout va, sans véritable objectif et avec des supports qui seront créés un petit peu pour rien, parce que finalement, ils vont pas donner les résultats qu'on attend d'eux. Et effectivement, il y a plein de petites actions à mettre en place. Je sais que c'est quelque chose qui fait souvent peur, de se dire allez, je me lance dans la communication éthique, parce que je pense qu'il y a cette crainte un petit peu de pas être irréprochable, tu vois. Oui, parce De qu'on est je mets un pied. étiqueté en mode, OK, communication éthique, mais si on y vient enfin, si on dérive un petit peu, il y a des personnes qui peuvent arriver en mode: «Ah ce que tu fais, en fait, ça correspond pas» ou quoi que ce soit et c'est vrai que selon le budget qu'on a au départ, c'est plus ou moins facile aussi de mettre des choses en place.
Exactement, c'est pour ça que moi, vraiment, cette notion de communication raisonnée, je la trouve hyper importante parce que l'objectif, c'est de trouver un équilibre, en fait. De toute façon, je pense que personne n'est irréprochable, qu'on commence tous quelque part et que, ouais, souvent, ça peut faire peur de se dire: «OK, bah, je vais commencer par ça, mais en fait, après, est-ce qu'on va me reprocher de pas faire ci, de pas faire ça?» Enfin, c'est quelque chose qui est compliqué, quoi. On peut pas forcément, comme tu dis, tout faire dès le départ parce que, oui, il y a des choses qui demandent plus ou moins de temps, plus ou moins de budget, plus ou moins de facilité à faire cette transition-là aussi. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire déjà pour prendre conscience de ce qui est possible. Je pense que c'est déjà important de savoir un petit peu ce qui est possible de faire ou pas et d'avoir en tête voilà, ces petites actions qui sont possibles pour les mettre en place en fait au fur et à mesure selon ce avec quoi on est le plus à l'aise ou pas à l'instant T aussi. Justement, on va appuyer sur ce petit point-là, des actions qu'on peut mettre en place justement pour réduire en fait son impact aussi, environnemental dans sa communication ou même globalement dans son entreprise, parce que c'est pas forcément que dans la communication. Il y a en Oui. général un lien avec l'entreprise, que ce soit au niveau des outils, choix de couleurs, je sais pas, d'imprimeurs ou d'hébergeurs. Je sais que tu avais fait un post, là-dessus. Toi, il y a des choses que tu as mis en place chez toi, que tu mets en place chez tes clients, pour justement réduire cet impact et que ce soit, bah, comme tu disais, une communication réfléchie et Mmh. raisonner parce que ces 2 mots sont hyper importants finalement et tout se base là-dessus. Ouais, complètement. Comme tu dis, effectivement, il y a, la façon de le faire dans sa communication, il y a la façon aussi, de mener et de gérer, son business. Donc il y a plein de façons de faire différentes. Par exemple, déjà choisir des outils de travail qui soient durables et ou éthiques. Pour donner mon exemple, moi, ça fait un petit moment que j'ai, switché d'hébergeur web, pour mon site et que, maintenant je suis chez Infomaniac, donc c'est un hébergeur, qui est, éco-responsable, et chez qui du coup j'ai aussi, bah, mon service, mail, chez qui il y a aussi un outil pour faire des visios, et qui sont du coup des outils qui sont plus éthiques que, les outils Google, par exemple. Donc il y a des outils, voilà, de travail comme ça. Ça va être mettre des petites choses en place qui sont très simples, mais auxquelles on pense pas forcément, mais qui ont vraiment, un impact aussi. Ça va être de transférer ces fichiers avec un lien direct, depuis, son serveur ou depuis son drive, plutôt que d'envoyer des pièces jointes ou des transferts de fichiers, qu'on va du coup Oui, dupliquer sur d'autres serveurs. Donc moi, par exemple, j'utilise Dropbox et du coup, je crée un lien direct pour que la personne puisse, ben, entrer dans mon serveur plutôt que de dupliquer le fichier. Ou sinon, si vraiment on n'a pas de serveur ou pas de drive, fonctionner avec par exemple des outils comme Fileware, qui sont un petit peu plus responsables que WeTransfer par exemple. Des choses toutes bêtes aussi, ça va être préférer les appels découvertes par téléphone plutôt que par visio. Parce que la visio, ça prend beaucoup plus de bande passante, alors que voilà, le téléphone, voilà, ça a beaucoup moins d'impact. Donc, encore une fois, c'est vraiment des choix à faire. Je sais que voilà, des fois, c'est plus sympa d'être en visio, mais du coup, c'est vraiment une question de décision et de choix vis-à-vis de ses propres valeurs et de là où on a envie d'agir ou pas. ouais, faut être en Euh, accord avec ce qu'on veut mettre en avant et que ça corresponde aussi avec, ce qu'on veut c'est faire, ça, quoi. c'est ça. Trouver un petit peu son équilibre là-dedans. En termes de communication, effectivement, pour la communication imprimée, je conseille toujours à mes clientes et mes clients de choisir des imprimeurs labellisés et qui soient intégrés dans une démarche éco-responsable. Donc là-dessus, il y a plusieurs points à regarder. Je ne veux pas trop m'étaler parce que sinon ça prendrait 30 minutes en soi, mais aller chercher un petit peu plus loin que le label Imprime Vert. Parce que ce label-là, bon, pour moi, c'est un gros sujet parce que je trouve qu'on tombe limite dans le greenwashing, parce qu'on s'attend à ce que vraiment toute la chaîne d'impression Mmh. soit optimisée pour être dans une démarche éco-responsable, alors que ça concerne grosso modo que la gestion des déchets et l'utilisation de produits Un toxiques. peu comme les chaînes de production, on nous dit à la fin c'est de tel endroit, mais finalement avant ça a fait, parce que Ouais, plusieurs cycles, alors que la dernière étape était par exemple en France, admettons. C'est un peu pareil exactement. chez les imprimeurs, labellisés, de ce label-là. Ouais, complètement. Donc, il y a plein de labels, à prendre en compte, qui complètent bien sûr le label Imprime Vert, mais c'est toujours bien de se renseigner. Aussi toujours pour l'impression, réfléchir à sa création dès le départ. Pour réfléchir au format par exemple, pour éviter les chutes de matériaux. Parce qu'en fait, ben,
utiliser des matériaux et ne pas utiliser toute la surface, ben, ça va gâcher un matériau qui, du coup, ne sera jamais utilisé et qui C'est est du déchet bien, après, tout ça. Ouais, tout à fait. Optimiser la mise en page aussi pour, voilà, limiter toujours, les chutes, et la quantité de ressources utilisées. Et tu parlais des couleurs, faire attention aussi un petit peu aux couleurs qu'on utilise et la façon, surtout, dont on les utilise pour limiter le taux d'ancrage. Alors personnellement, ça aussi c'est un sujet, j'ai, beaucoup de nuances par rapport au principe des éco-couleurs, mais bah, typiquement ça va être, bah, éviter de faire des grands aplats de couleurs, foncées, sur, des impressions qui vont du coup utiliser beaucoup d'encre, voilà. Et bien sûr, la base, choisir des supports de communication qui sont pertinents par rapport à l'objectif qu'on veut avoir, par ouais, rapport au message et à la cible. Je donne pas souvent produire des choses inutiles, quoi. Ouais, je donne souvent l'exemple, à mes clientes de, bah, si, par exemple, on veut faire une campagne de sensibilisation pour, les jeunes, pour les ados sur, j'en sais rien, les MST, les IST et cetera. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'imprimer, 1 500 flyers et de les distribuer à la sortie du métro? Voilà, pas forcément. Même si les supports de communication imprimés ont généralement moins d'impact écologique que le numérique, s'ils sont pris et jetés dans la seconde, Ça sert à rien. ça sert à rien. Et le but, c'est que ça soit gardé derrière et que ça après C'est ça, que ça ait un rôle, quoi. c'est ça. Donc en fait, le design surtout le graphisme éco-responsable, c'est vraiment une histoire de compromis, de bon sens, mais par rapport à un projet spécifique et un contexte spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse par défaut de est-ce que ça c'est mieux que ça? Oui, Ça ça va dépend toujours vraiment du dépendre. projet, de ce qu'on met en Ouais, place, du design, enfin, tu disais les aplats de couleurs, comment on va jouer avec ça, les mises en forme, c'est un ensemble, en fait. ouais, complètement. Et puis voilà, dans tel ou tel contexte, selon la cible, bah, ce sera plus pertinent de faire une campagne sur les réseaux sociaux plutôt que de distribuer des brochures, par exemple. Et dans le cas, ce sera l'inverse dans l'autre cas. Mais du coup, c'est vraiment pour chaque projet, on va venir évaluer ben, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour faire des choix qui soient raisonnés, encore une fois, même si dans l'absolu, ça aura toujours un impact écologique, bien sûr. Oui, on peut pas être au zéro de manière ou d'une C'est autre. ça, Enfin, c'est le moins qu'on puisse faire et après faut doser comme tu dis, mais c'est intéressant de exactement. voir aussi que dans son entreprise, il y a des petites actions à mettre en place. Tu disais, donner le lien d'un Drive ou autre pour accéder aux fichiers et pas les transférer directement. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on est pas mal à faire et finalement Mmh. ça paraît bête, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a tendance à faire de suite parce qu'on a un peu oublié qu'il y a de nouvelles normes, de nouvelles manières de faire qui se Oui, sont mis en place et oui, des fois, c'est des choses auxquelles, on ne pense pas, mais c'est vrai que tu le disais aussi, par exemple, sur les supports de communication, bah oui, prendre bien toute la place, les mises en page, enfin, pas de chute. Bah, enfin, je fais un peu le comparatif avec, la cuisine de la pâtisserie. Quand on fait ses gâteaux avec la pâte, si on fait des sablés, on va avoir envie de réutiliser le maximum possible, enfin de pas gâcher, donc c'est un peu pareil dans les supports de communication complètement. derrière, quoi. Bah, complètement, ça fait sens, ce que tu dis, mais effectivement, en fait, aujourd'hui, on a tellement de possibilités créatives qu'on se dit, et surtout en tant que designer, tu vois, c'est cool. On se dit: «Ah, il y a tellement de choses à faire, Ouais. on peut faire des trucs hyper cool, des formes hyper originales», tu vois? On va toujours chercher l'originalité, je pense, tu vois, en termes d'étiquettes, de packaging et cetera. Tu cherches, à innover un petit peu dans ce sens-là, mais du coup, après, ça crée beaucoup de chutes souvent. Et pareil en termes de techniques d'embellissement, tu vois, d'utilisation de certaines encres, de certaines, enfin, tu vois, des dorures, des encres spéciales, fluo, etc. Oui, c'est chouette et oui, on a la possibilité de le faire aujourd'hui. Pour autant, bah, c'est pas des choix qui sont éco-responsables parce que, bah, encore une fois, selon la durée de vie du support de communication, mais si pour une carte de visite, tu imprimes avec une encre fluo et que tu fais des cartes de visite qui sont rondes, par exemple, vu l'usage des cartes de visite à l'heure actuelle où tu peux filer ton compte Instagram, ce qui est, à mon sens, beaucoup plus pertinent et efficace, mais enfin voilà, solliciter autant de ressources et des ressources qui vont empêcher en plus ou au minimum limiter le recyclage en plus par la suite, je suis pas sûre que ce soit le plus pertinent, même si on La a la meilleure possibilité solution, de ouais. le faire. Donc parfois c'est un peu frustrant de se dire
Ah, c'est dommage parce que ça, c'est vachement, enfin, esthétiquement, c'est vachement intéressant, tu vois? Ça donne envie aussi de le faire. Mais du coup, bah, ça reste des choix et ça reste des décisions de se dire: «Ouais, mais en Ouais. fait, Après sinon, c'est comment adapter ce qu'on a vu pour le transformer, de manière, d'un design éco-responsable, éthique, pour que ça mmh, qu'on transforme en fait les codes ou la manière de faire à ce que ça colle à nos valeurs, à ce moment-là, quoi. C'est un ouais, comme je disais, réfléchir et comment mettre ça en place derrière. c'est ça». Mais il faut, ouais, vraiment reconsidérer les habitudes qu'on a prises parce que tu parlais des outils, de dire: «Oui, on a l'habitude de passer par un service de transfert de fichiers». Effectivement, ça, c'est une habitude qu'on a pris, mais en fait, quand on réfléchit, et qu'on met la tête C'est pas le dedans, plus on se dit: logique. «Bah» oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment recentrer sur le bon sens, de se dire: «Ouais, mais attends, OK, je peux le faire, mais en fait, quelle est la meilleure façon de le faire ou en tout cas la façon la moins pire Ouais, de procéder, quoi?» c'est ça. On va s'attarder un peu sur la surcommunication. Justement, on a commencé à en parler, à l'aborder, par exemple avec les flyers, la carte de visite qui Oui, est pas forcément plus utilisée maintenant. ouais. Justement, toi, tu l'as définie comment cette surcommunication de la part des entreprises, que ce soit dans les supports imprimés, mais même en fait aussi sur le digital? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, on a des informations partout, on a des contenus partout et finalement, on Ouais. est un peu dans une guerre de l'attention constante et notre attention, nos 3 secondes d'attention, elles valent de l'or maintenant. Donc c'est un peu la guerre pour, capter en tout cas, le visiteur, le client et tout et ça c'est on est entouré de plein de choses et des fois de Mmh. trop de choses. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que la question de la surcommunication, c'est une question très vaste. Pour moi, il y a différentes choses, je considère que la surcommunication, ça va être, par exemple, de communiquer à la va-vite, sans objectif, sans trop savoir, tu vois, en s'éparpillant un petit peu, parce que faut le faire, parce que, c'est comme ça, parce qu'on veut avoir sa place, et sans vraiment mener de réflexion sur l'impact que la communication va générer. C'est un peu, voilà, saisir la moindre occasion, sans que ça soit pertinent. J'ai, vu un exemple, beh, juste avant que je fasse mon post à ce sujet d'ailleurs, qui m'a mais outrée. C'est, c'est Leclerc qui a, stoppé, soi-disant pour des raisons écologiques, mais c'est surtout parce qu'il y a une loi qui est passée, la distribution des catalogues, papier. Et ils ont pas trouvé meilleure idée que d'imprimer des milliers d'affiches pour prévenir les gens qu'ils allaient arrêter d'imprimer des Ouais, catalogues. Donc ça, c'est d'un les niveau de messages ne sont pas non-sens. concordants, quoi. Voilà, c'est du non-sens. Ça joue, bien sûr sur la crédibilité ensuite de l'entreprise et ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Mais voilà, un exemple de ce que c'est surcommuniquer pour moi. C'est communiquer aussi sans prendre forcément en compte les comportements de son audience cible. Hem, Par exemple, moi, il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Comme tu disais, aujourd'hui, on est noyé sous, des flots d'informations. On n'en peut plus, on étouffe même, j'ai envie de dire. Moi, perso, c'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais. Et les entreprises qui continuent à envoyer des newsletters toutes les semaines ou des séquences mail pour des lancements, tu vois, un mail tous les jours, Ouais, je ça trouve que c'est étouffe. beaucoup. Et en fait, vu aujourd'hui le nombre de contenus qu'on a déjà à consommer, je trouve que ça, pour moi, et mais après c'est très personnel, ça tombe dans la surcommunication. Parce qu'on sait que, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas le temps de lire parce qu'il y a déjà beaucoup trop de contenu et qu'on est déjà beaucoup trop sollicités. Ouais et puis finalement, ils se noient aussi, enfin, c'est même contre-productif pour eux parce que finalement, OK, c'est une campagne, mais si la personne a déjà pas eu le temps de lire et que tu as aussi Tout à 5 fait. 5 mails à lire dans ta semaine de la même marque, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils me veulent à la fin?» Vaut mieux peut-être des fois faire quelque chose de bien pensé, bien réfléchi et impactant une seule fois que, Ouais. 4 trucs, 5 trucs qui soient de qualité, on va dire, moyenne. Bah, exactement. Et aussi dans la surcommunication, un point qui est hyper important, je trouve, au-delà de la quantité, on va dire, ça va être le fait d'être intrusif et de polluer vraiment, visuellement l'esprit des gens, et devenir étouffant. Genre, on y est tous confrontés, aujourd'hui, les pubs, Shein sur Instagram, on n'en peut plus. En fait, c'est une C'est prise de ça. vraiment. Et quand on commence à tomber là-dedans, qu'on commence à être trop intrusif pour quelqu'un, je pense que c'est mauvais signe et que là, on donne un message qui est pas du tout positif. Donc comme tu disais, moins mais mieux, parce qu'un design ou une communication
qui est vraiment éco-responsable au maximum, c'est celle qui n'existe pas. Donc autant limiter et faire des actions qui sont pertinentes, qui sont bien réalisées en plus et bien travaillées, plutôt que de démultiplier, histoire de prendre le plus de place Ouais. possible et En d'être fait, vraiment intrusif au vouloir maximum. être vu à tout prix, mais pas de la meilleure des manières, quoi. Ouais, exactement. Pour moi, c'est un peu tout ça. Ouais, des fois, c'est compliqué et c'est vrai que tu disais, bah, de par les réseaux sociaux aussi, Instagram, toutes les pubs, enfin, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a tendance à voir aussi les mêmes choses selon comment les comptes sont paramétrés, donc ça renforce aussi ce côté de: «Ah, je vois toujours la même chose, les mêmes personnes» et finalement, on manque de diversité dans ce qu'on peut voir Ouais. et ça en fait, on est dans un cercle et on n'arrive pas des fois dans un cercle un peu vicieux parce qu'on voit toujours les mêmes choses et même pour la créativité, finalement, on est confronté exactement au même problème. Ouais. Hem, pour toi, tu as un blog, moi j'ai également aussi, un blog. La création de contenu à long terme, en tout cas, que ce soit, bah, même du podcast, des articles et tout, c'est une manière aussi de, faire de la, communication sans, enfin, être trop présent, en tout cas, sans trop en faire, sans trop surcommuniquer. Enfin, faire du contenu long Oui. terme, en fait. Effectivement, alors sur cette histoire de blog, je reviens de loin parce qu'il y a, je sais pas 3-4 ans, pour moi, c'était impensable de faire un blog parce que je me disais: «Ah, ça va trop alourdir mon site, c'est pas éco-responsable, ça va à l'encontre de ce que je veux faire» et cetera. Il s'avère qu'aujourd'hui, je pense tout l'inverse, dans le sens où, comme tu le dis, quand tu crées un article de blog, sa durée de vie, elle est énormément plus longue, infiniment même plus longue C'est qu'un post ça. Instagram. C'est des années, en fait. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que, tu vas être dans une fréquence et un rythme de publication qui va être tout autre que sur Instagram. Alors bien sûr, tu auras pas les mêmes objectifs, mais effectivement, les contenus à longue durée de vie et long terme sont, des contenus qui rentrent dans une démarche d'éco-conception parce que, ben, il va pas être consommé en 48 heures puis, tomber dans les néants, Ouais, au fin c'est fond ça le d'Instagram. problème. C'est qu'Instagram Mmh. ou d'autres réseaux comme TikTok, en fait, c'est vu, c'est consommé. Une fois que c'est vu, tu en fais quoi Oui, derrière? Et c'est assez triste quand tu vois tout ce qui est produit finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut s'en servir pour justement éviter ce côté, bah, j'ai fait une fois, c'est à la poubelle et je m'en resserre pas quoi, enfin, ouais. usage unique. Surtout les vidéos où ça prend énormément, enfin ça coûte énormément écologiquement les vidéos, donc c'est vrai que moi TikTok, c'est vraiment un truc où je me dis: «Waouh, le nombre de vidéos qu'il y a chaque jour», enfin ça me donne un peu le vertige. Mais après, tu vois, c'est une question aussi de choix personnel. Moi j'aime beaucoup Instagram, je communique, je vais pas dire énormément, mais tu vois, je mets des stories tous les jours, mais parce que j'aime ça. Hem, mais en fait, je pense que, bah, comme je disais tout à l'heure, faut aussi trouver son équipe perso. C'est-à-dire que moi, ma newsletter, c'est une newsletter mensuelle. Des articles sur mon blog, j'en mets, peut-être une fois par mois, on va dire. Et du coup, voilà, il y a des entreprises qui vont peut-être, envoyer une newsletter par semaine, mais qui vont pas forcément communiquer sur Instagram. Mmh. Donc c'est C'est là propre à aussi chacun où après. c'est ça. C'est de voir là où on a envie de mettre son curseur et là où on a envie d'agir aussi, personnellement en fonction de, bah, ses appétences avec tel ou tel outil ou ouais, ses préférences, et ses objectifs et sa cible aussi. Ouais, du coup, comme tu disais, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde ne va pas placer le curseur, sur le côté, design éthique, éco-responsable au même niveau et après du Mmh, moment que ça te correspond et après en soi, à partir du moment où on met finalement des petites actions en place, c'est déjà un début. Après, il faut que ça c'est s'ajuste et il faut que, ça. bah, tu disais après Ouais. que ça corresponde avec notre envie, et ce qu'on va mettre en place. Donc il y a pas de règle universelle sur ce qu'on peut mettre et ce qu'on veut mettre, en place. Non, non, pas du tout, ouais. Est-ce que tu aurais, un dernier conseil pour quelqu'un qui veut mettre en place, en tout cas, une, communication éco-responsable ou en tout cas mettre des actions éco, plus centrées sur le côté éco-responsable dans son entreprise? Ouais, bah, tout simplement, comme on l'a dit, commencer par des petites choses, prendre conscience déjà de ce qu'il est possible de faire. Pour, voilà, essayer d'envisager ce qu'il est possible de faire ou pas à court et long terme. Heu, c'est OK, en fait, de pas se sentir capable de tout faire, concrètement. Surtout quand on commence à mettre le pied dedans, on se dit: «Mon Dieu, mais tout ce que j'ai à mettre en place, Il y a mon Dieu, plein de choses. trop de trucs» et du coup, ça devient paralysant, tu vois? Enfin, je sais que c'est le cas de plein de gens.
qui se disent, «La flemme et En fait, trop il y a une compliqué». montagne qui semble, Ouais, c'est ça. infranchissable, C'est quoi. ç Mais en fait, d'aller par, petites actions, moi je suis d'avis, mais encore pour rejoindre l'aspect raisonné, que, en fait, faire des actions et ne pas avoir encore mis en place d'autres choses, bah, ça n'invalide pas tout ce qu'on a déjà pu mettre en place. Moi, à l'heure actuelle, il y a des choses sur lesquelles je me sens là, à l'instant T, incapable, de transitionner, tu vois? Typiquement la question des banques, moi ça me terrorise de changer de banque. Ça paraît ridicule pour certaines personnes, j'en suis sûre. Mais moi, c'est vraiment un truc qui est anxieux pour moi et donc ça, c'est vraiment pas quelque chose, que je me sens capable de faire à l'heure actuelle. Pour autant, je pense pas que ça invalide totalement les autres Ouais. actions que je peux mettre en place. Donc ne pas avoir peur de pas réussir à tout faire d'un coup, c'est normal. Commencer par des petites choses, comme on a dit, enfin voilà, peut-être, se tourner vers, un hébergeur web, éthique, ou alors si c'est pas l'hébergeur web, bah, peut-être, arrêter d'utiliser Gmail pour aller vers un fournisseur d'adresse mail, qui est un peu plus éco-responsable, faire des visios avec un outil éthique ou alors ne pas faire de visio, heu réfléchir à sa stratégie et hyper important aussi quand on veut communiquer, ça va être de réfléchir aux supports de communication qui sont pertinents dès le départ. Donc Et pas après les avoir faits. voilà, par exemple. Donc vraiment réfléchir à tout son écosystème de communication en évaluant quels sont ses besoins en termes de support par rapport à sa cible, par rapport à son positionnement, par rapport à ses objectifs. D'ailleurs, j'ai fait un workbook gratuit à ce sujet-là, mais comme ça pour avoir une vision d'ensemble et vraiment l'horizon très clair de là où on va mettre son énergie, là où on va poser ses actions. Donc ça aura un intérêt bien sûr à la fois stratégique parce que forcément, ce sera pensé avec, une stratégie, donc plus de résultats. Mais ça a aussi, un intérêt éco-responsable et écologique. Le fait d'avoir, de poser des actions de façon consciente en fait. Mmh. Et puis du coup, en mettant ces actions qui soient réfléchies et comme tu disais, raisonnées, je pense que c'est quelque chose de super important, le côté raisonné. Ça Oui, va éviter en tout cas de surcommuniquer et de placer en tout cas, comme tu disais, son énergie au meilleur endroit sans trop en faire et aussi s'économiser dans un sens et c'est aussi, important dans tout ce qu'on ouais, va faire. c'est ça. Mais du coup, ouais, ne pas, essayer de copier sur les voisins et les voisines, parce que chaque projet est différent, comme je le disais, donc ce qui va être pertinent pour l'un ne va pas être pertinent pour l'autre. Une activité qui est essentiellement, numérique et sur le web en termes de communication, bah, ce sera pas du tout, le même travail en termes de communication que, une marque, qui a une boutique, et qui, qui envoie des produits et donc qui a des packaging, tu vois? Donc vraiment, c'est vraiment au cas par cas, mais déjà prendre conscience de l'impact qu'on a et de là où on peut agir, dans son business pour, faire son choix après et faire sa petite tambouille de son côté et y aller petit à petit, selon les ressources qu'on a et le temps aussi qu'on peut y consacrer. Et bah, on va garder ça pour, le mot de la fin. En tout cas, je te remercie, Lucie, pour ton avis aussi, de nous avoir, donné tes petits, conseils pour s'y mettre en place, doucement. Je pense que Mais moi, avec je vais grand garder plaisir. le côté justement des liens. On oublie le WeTransfer déjà pour une première Ouais. étape, on va dire. Non, C'est ça déjà c'est quelque chose de vraiment pas voilà, mal. c'est Déjà, ça accessible. simplifie la vie et bah, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont envie de te découvrir, ils peuvent te retrouver sur, Instagram sous ton compte, Tout à fait. Lucie Collin. Lucie Collin Design, c'est ça. Merci Lucie. Merci à toi, Faustine.